Tout à l'heure, j'étais à table en train de discuter avec des personnes qui sont maintenant en face de moi. Et je suis content de l'avoir fait parce que je me suis dit, mais j'ai tellement de choses à dire, mais j'ai 25 minutes, donc voilà. On ne peut pas toujours tout dire au moment où on vous demande de dire. Il en va pour moi aujourd'hui en tant qu'orateur, bien entendu, il en va aussi pour les mineurs. Pendant le temps où ils sont placés, eh bien, auront-ils le temps d'avoir suffisamment confiance, de prendre suffisamment conscience pour parler de ce qu'ils ont vécu et qu'au-delà de ce qu'on appelle la révélation, qu'ils soient sûrs qu'on va pouvoir leur proposer quelque chose pour se sortir de leur souffrance et de leur vécu. Parce que tout, évidemment, ne s'arrête pas à dire les choses. Il faut encore qu'il y ait un traitement, un diagnostic en soi n'est intéressant que s'il est assorti d'un traitement. Alors, il m'est demandé de parler du traitement psychologique des enfants ou des mineurs victimes, mais je vais parler du traitement de moi en tant que psychologue, de moi en tant que directeur pédagogique, de nous, association Jean Coetzet, œuvrant dans la protection de l'enfance. Je ne parlerai pas donc du travail en cabinet, puisque d'autres l'ont fait, le docteur Berger tout à l'heure, et puis d'autres avant. Nous avons à l'association Jean Coetzet un partenariat, bien entendu, avec les services de soins, le CRIAFS notamment, par exemple. Tout à l'heure, une personne de la Civise me dit « Mais est-ce que vous allez aussi parler de la Civise ?» Alors, qu'est-ce que la Civise ? Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, une création de janvier 2021. Nous avons bien entendu un partenariat avec l'ensemble des services de soins. Dans l'association, une association francilienne qui a plus de 60 ans, qui a été créée à l'origine en 1959 par des magistrats. Jean Coetzet, c'est un juge des enfants qui a été président du tribunal de la Seine de 1954 à 1958. Et l'association, avant de s'appeler Association Jean Coetzet, s'appelait Association éducative de la Seine. Voyez, et les locaux étaient dans le tribunal de Paris. Depuis, donc, cette association s'est agrandie, 1000 salariés, 33 établissements, avec des modalités d'accompagnement très diverses, puisque nous avons des internats, des foyers, qu'on appelle des maisons d'enfants à caractère social. Mais dans ce MEX, maison d'enfants à caractère social, eh bien, on ne voit pas trop où est l'éducatif, où est le psy. Donc, heureusement, au-delà de cet acronyme, nous avons partout des psychologues, pas partout des psychiatres, des éducateurs, une équipe pluriprofessionnelle et une prise en charge qui est donc psycho-éducative. Je vais dire aussi un mot de ceux qui ne sont pas identifiés comme forcément aidants ou soignants, c'est-à-dire les maîtresses de maison et l'ensemble du personnel de façon générale. Il n'est pas rare que les enfants parlent à ceux qu'ils auront choisis. C'est-à-dire, ça peut être l'homme d'entretien, ça peut être la secrétaire, ça peut être la maîtresse de maison. La maîtresse de maison qui lui a recousu son pantalon alors qu'il a été, il a été abîmé, décousu, qui lui aura changé ses draps parce qu'il a été encoprétique ou énurétique. Parce que la maîtresse de maison qui lui aurait dit « Viens là, mon chéri, je t'ai fait à manger », et non pas « j'ai fait à manger », je t'ai fait à manger. Voyez, donc pour nous, c'est très important que la prise en charge soit reconnue comme étant une prise en charge holistique et qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire soigner l'institution pour qu'elle devienne soignante, s'occuper de tous ceux qui s'occupent des enfants. Alors, nous sommes, nous, dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas reconnus comme étant dans la prévention, et c'est bien dommage, même si, par exemple, le schéma parisien, c'est un schéma dit de prévention et de protection de l'enfance, les financeurs ne sont pas les mêmes, et parfois, nous nous heurtons à cela, c'est-à-dire que nous créons des dispositifs de prévention et on dit « on ne va pas vous le financer parce que ce n'est pas à proprement parler de la protection de l'enfance ». Alors les moyens, tout le monde évidemment rame pour avoir un peu plus de moyens, que ce soit la justice ou l'éducation. Nous sommes bien entendu en grande difficulté dans la protection de l'enfance pour avoir du personnel qualifié, déjà d'avoir du personnel qualifié. Et ça, c'est quand même quelque chose qui met à mal notre mission, c'est-à-dire que nous avons une ambition de qualité, évidemment,
tout en restant humble et modeste, parce qu'il faut à la fois articuler de la modestie et de l'humilité face à ces enfants que nous recevons, et en même temps avoir de l'ambition. Mais pour pouvoir mener à bien notre ambition, il nous faut des moyens, et il n'est pas rare qu'on manque cruellement de personnel, qu'il y ait de turnover, etc. Enfin, je vais passer sur ces éléments-là. Je vais aborder la question dans 3 axes. L'axe institutionnel, l'axe clinique et l'axe relationnel ou thérapeutique. Au plan institutionnel, donc, nous sommes financés par des départements et depuis un certain temps, ces départements, ils jouent leur rôle de s'assurer qu'il y a bien une qualité de prise en charge et notamment, ils nous demandent impérativement, lorsqu'il y a un problème, de faire remonter ce qu'on appelle les événements indésirables graves. Et toutes les semaines, moi qui suis donc à ce poste de directeur pédagogique, j'ai donc une vision panoramique sur l'ensemble des établissements. Toutes les semaines, nous émettons des fiches d'événements indésirables graves, dont la plupart touchent à la question des comportements sexuels, des abus sexuels. Et bien sûr, nous savons ce que c'est que la CRIP, nous faisons ce travail-là. On nous demande à juste titre, est-ce que les parents sont prévenus? Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que l'ASE est prévenue? Etc., etc. Bon, et après, vous voyez, donc il y a en tout cas cette notion de surveillance. On nous demande de plus en plus de surveiller les enfants et nous avons donc à conjuguer la surveillance avec la bienveillance. Bien entendu, si on veut éviter autant que possible les placements inutiles, c'est un peu comme quand on veut éviter les hospitalisations inutiles, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? On risque d'avoir les situations les plus difficiles qui sont envoyées dans ces maisons d'enfants à caractère social, c'est-à-dire qu'il va y avoir une concentration de situations difficiles. Et à partir du moment où il y a une concentration de situations difficiles, vous aurez compris que cela va majorer le risque de l'expression symptomatique, c'est-à-dire de la récidive, de la mise en jeu, de la mise en scène de ce qui a été vécu, qui n'a pas été symbolisé et qu'on remet en scène sans doute dans l'idée que quelque chose se règle. Alors je parle bien sûr des maisons d'enfants à caractère social, mais en dehors, nous avons un très gros service d'accueil familial et le travail n'est pas le même. Nous avons également des services d'urgence, des services aussi qui travaillent avec la PJJ, de réparation pénale, notamment pour les auteurs, d'aide à la prise de décision du magistrat, c'est les mesures d'investigation judiciaire éducative, des services aussi de jour, de l'AMO, de l'AED, enfin, vous voyez, des modalités d'accompagnement diverses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que essentiellement pour le placement familial et pour le placement au foyer, on nous envoie un dossier avec donc une histoire. Et dans cette histoire, il y a des éléments parfois bien clairs. On nous dit voilà ce qui s'est passé. Mais très souvent, on nous dit il y a une suspicion de. Donc tout à l'heure, on a utilisé ce terme de incestuel, de confusionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il y a eu un inceste avéré, il y a un climat, il n'y a pas de porte, les enfants ils dorment là où ils peuvent dormir, c'est-à-dire ça change de chambre, les habits, les chaussures, enfin, vous voyez un peu tout ça. Donc nous avons, pour donner quand même une sorte de typologie, nous avons 2 types de situations, ou bien on nous dit avant le placement, il y a eu un abus sexuel qui a été mené sur cet enfant par un autre ça peut être un adulte ou un enfant, et toujours dans ce même cas, cet autre, lorsque c'est un mineur, c'est un frère, c'est un cousin, c'est l'oncle mineur de l'enfant, ou bien c'est quelqu'un d'inconnu. Ou c'était quelqu'un aussi dans un autre foyer, parce qu'il n'est pas rare que des enfants changent d'établissement et que ce n'est donc pas forcément un primo-placement. Ou bien on n'a pas ces éléments-là et alors on va se demander si ça ne va pas arriver, et on espère que non, durant le placement. Et en même temps, si ça n'arrive pas durant le placement, est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera pas plus tard ? C'est-à-dire que parfois, ça peut paraître risqué de dire les choses comme ça. Parfois, il faut que quelque chose se passe
pour qu'on mesure le danger, pour voir si la personne a suffisamment de défense, si elle a pris conscience. Voyez ? Donc, bien sûr, on peut mettre des caméras partout, on peut mettre des éducateurs partout pour s'assurer que les enfants ne rentrent pas dans la chambre d'un autre, n'abusent pas d'un autre. Mais est-ce que pour autant, on aura correctement mené notre travail? Oui, on aura protégé durant le temps de la prise en charge et on ne pourra pas nous reprocher quoi que ce soit. Mais je pense personnellement qu'on a une mission qui va au-delà de la prise en charge de l'enfant. On a aussi à veiller à son devenir. Alors, je vais maintenant vous donner un certain nombre de situations et je vais reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur le « on joue ». On joue, mais c'est rien, on joue. Alors, on peut jouer au docteur, bien sûr, mais à mes débuts, en tant que psychologue, j'avais vu 3 jeunes debout, l'un en train de dire au deuxième qu'il fallait qu'il frappe le troisième. Et j'arrive et je lui dis, mais vous faites quoi? Et on me dit, ben, on joue au juge, au bourreau et à la victime. Ah, très bien. Alors le juge dit, vas-y, frappe-le de cette façon, l'autre doit s'exécuter et le troisième doit subir. Je dis, et après, ben, on tourne. C'est-à-dire, vous voyez, on tourne. Et je dis ça parce que dans ces mauvais jeux, ces jeux stupides, ces jeux idiots, mais ces jeux qui se veulent initiatiques, mais bon, le sont-ils vraiment? Eh bien, on peut aussi, au niveau de la sexualité, avoir la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que des auteurs et que des victimes, mais parfois ça bascule. C'est-à-dire il y en a un qui est l'auteur, l'autre qui est la victime, et on inverse. Ce qui se pose aussi comme problème pour nous, c'est la question donc de l'accueil des fratries. Je vais vous donner l'exemple de 2 enfants, une qui a 7 ans, l'autre qui a 10 ans, un garçon de 10 ans, une petite fille de 7 ans. Ils étaient tous les deux dans la même structure éducative. Et on nous dit, voilà, le grand, non seulement a abusé de sa petite sœur, mais il a emmené ses copains, ils ont fait une espèce de petite tournante, vous voyez, d'enfants de 10-11 ans. Alors il fallait séparer, comme on dit, l'auteur et la victime. Et donc nous recevons dans un premier temps la petite fille de 7 ans, qui est mutique au moment de l'admission. Sauf que la communication, comme vous le savez, ne se réduit pas à son aspect sémantique, la communication verbale. Il y a aussi la communication paraverbale et non verbale. Et voilà que cet enfant enfonce son index dans sa bouche et fait un mouvement de va-et-vient pour me montrer qu'elle a subi de devoir faire une fellation à plusieurs garçons. Et je lui dis, je crois comprendre ce que tu n'arrives pas à me dire. Je te propose maintenant d'enlever le doigt de ta bouche et on prendra le temps de parler de tout ça, mais on prendra aussi le temps de parler d'autre chose. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est bien sûr de considérer la violence qui a été subie, mais de ne pas réduire la personne à être simplement une victime. Tout à l'heure, sans doute parce qu'on veut montrer la gravité des choses, on a dit que le viol ou l'inceste pouvait être pas loin d'une espèce d'assassinat psychique, etc. Moi, je prendrais plutôt le modèle du cancer, voyez, c'est-à-dire c'est une maladie, c'est quelque chose qui grignote, qui abîme et qui nécessite évidemment qu'on fasse attention. Mais laissons une chance à ceux qui ont vécu cela, de ne pas être pour toujours stigmatisés comme étant des victimes. Voyez ? C'est-à-dire que, bien sûr, on peut aussi, parce qu'on aura trouvé sur son chemin des personnes qui vous regardent autrement, qui vous reconstruisent, on peut aussi plus ou moins s'en sortir, voire même, pourquoi pas, s'en sortir. Donc, sur le plan clinique, ce que je veux vous dire, c'est que ces enfants victimes, eh bien, il y a une effraction dans leur corps et dans leur psychisme, et qu'il va falloir essayer de voir où est-ce que ça s'est abîmé par ailleurs. C'est-à-dire comme un feu qui se déclencherait à un endroit, les pompiers feraient très mal leur travail s'ils ne venaient éteindre le feu que là où il a été pris, le feu s'est propagé. Il s'est propagé partout, dans la dimension bien sûr du corps, l'intimité, la pudeur, etc., mais aussi au niveau des apprentissages.
Il n'est pas rare, par exemple, de constater qu'un enfant pourtant intelligent n'arrive pas à apprendre, n'arrive pas à acquérir quelque chose. Alors voilà, une petite fille, par exemple, qui n'apprend rien, et vue par le médecin, elle a un érythème périvulvaire en permanence, elle se masturbe, et quand elle est poussée par d'autres enfants, elle dit « arrête de me violer ». Donc voilà, de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est à tous les niveaux que les choses peuvent se passer. Donc il nous est demandé bien sûr de contenir, de traiter, ça passe par écouter, observer, mais dire aussi. Et parfois, il faut être explicite. Je m'explique. Lorsqu'on élève ses enfants, ses propres enfants, eh bien, ils apprennent parfois de façon claire les interdits, mais en ce qui concerne l'interdit majeur, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, eh bien, ça passe sans doute de façon beaucoup plus implicite. On n'a pas besoin de mettre les points sur les i, comme on dit. Mais les enfants qui arrivent en protection de l'enfance, eh bien, parfois on est obligé d'être beaucoup plus explicite et de savoir à quel moment l'être, parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voyez, c'est-à-dire sans induire évidemment quelque chose, on doit pouvoir dire à l'enfant, tu sais, je crois quand même que là, tu n'as pas appris quelque chose, et je vais te le dire. C'est-à-dire, c'est la loi symbolique. La loi symbolique, bien, elle n'est pas inscrite dans un code, elle est signifiée quelque part par l'adulte qui est structurant, qui dit à l'enfant, eh bien, ça, ce n'est pas possible que tu le fasses, nul n'a le droit de jouir de l'autre et de le réduire à son objet de jouissance. Et ça, on doit pouvoir le dire aux enfants, notamment quand ils disent « on joue », eh bien, de pouvoir dire simplement, tu sais, un jeu où il y en a un qui a mal ou un qui pleure et les autres qui rient, ce n'est pas du bon jeu. Voyez, de pouvoir être beaucoup plus clair là-dessus. Alors, quelques comportements quand même d'enfants qui abusent des autres. Une petite fille qui introduit, ils sont deux dans la chambre, qui introduit un crayon dans le vagin de sa petite colocataire, si on peut dire, de celle avec qui elle cohabite. Et évidemment, celle-là, elle hurle. L'éducatrice arrive et évidemment reprend l'enfant qui a fait ça. On va s'occuper, bien entendu, de l'enfant victime qui n'a rien demandé, qui n'a pas été, je dirais, initiatrice de quoi que ce soit, qui a complètement subi. Sauf que l'éducatrice, parce qu'elle est débordée, va dire à celle qui a agressé, écoute, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Et je reprendrai donc avec cette éducatrice pour lui dire, écoute, c'est ce qui t'est sorti à ce moment-là, parce que c'était intolérable pour toi, impensable, indicible, vous voyez. Il va falloir que tu trouves peut-être maintenant une autre façon pour reprendre avec l'enfant. Est-ce que tu veux que je te montre comment on viole les petites filles? Voilà une fille qui bloque une autre dans les toilettes au collège, et on nous alerte, mais reprenez-la s'il vous plaît, faites-en quelque chose. Voilà, parfois on croit se défaire de la honte qu'on a subie, de l'humiliation qu'on a subie. Il y a longtemps, quand je travaillais comme psychologue, je disais aux jeunes, tu sais, tu connais le jeu du chat? Oui, bah, quand on touche l'autre, il y est, tu y es plus. Bon, c'était l'époque du sida, mais tu sais, le jeu du sida, bah, tu y es encore. Hein, c'est une fois que tu as transmis à l'autre, tu y es encore. Eh bien, pour la honte, c'est la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va refiler à l'autre, on va être l'auteur et non plus la victime, que ça y est, on aura oublié tout ce qu'on a vécu. Voyez ? À quel âge les choses se passent? Tout à l'heure, Claire de Gatelier rapportait une situation, c'est sans doute celle que j'avais aussi évoquée avec elle. Une petite fille de 2 ans qui fait une fellation à son frère de 5 ans, voyez. Et donc la famille d'accueil va demander que ces enfants soient séparés. Beaucoup plus tard, nous prendrons le risque de recevoir non seulement ces 2 enfants ensemble, mais également les 2 autres membres de la fratrie, ce qui nous permettra, au bout de 3 ans, et 3 ans seulement, de comprendre que tous ces enfants ont été abusés par leur mère, qui avait des comportements non seulement inacceptables avec ses enfants, mais qui organisait avec des hommes tout un réseau pédophile avec ses enfants. J'ai oublié de vous dire que la petite fille qui donc mettait son doigt dans sa bouche, etc., au bout de 6 mois, nous avons pris le risque d'accueillir son grand frère de 10 ans et de le mettre sur une autre
unité de vie et de travailler d'un côté avec la fille, de l'autre côté avec le frère, et ensuite de travailler les relations de fratrie. Je vais donc terminer, puisque j'ai largement dépassé, pour vous dire donc qu'au plan clinique, bien entendu, il y a toutes sortes de manifestations qui vont de l'hypersexualité à l'inhibition totale, par exemple, de personnes qui vont aller relativement bien pendant des années. Je citais tout à l'heure l'exemple d'une jeune fille qui, pendant 5 ans, allait parfaitement bien, et au bout de 5 ans, parce qu'elle avait changé de copain et qu'elle était complètement tétanisée à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec son copain, à ce moment-là seulement, elle était en capacité de dire ce qu'elle avait vécu. Donc, au plan relationnel, maintenant, qui peut s'occuper des enfants? Bien sûr, on pense au psychologue en cabinet, mais parfois on ne dit rien à son thérapeute. C'est-à-dire que parfois, c'est tellement difficile de dire. Et donc, en protection de l'enfance, le rôle des psychologues qui travaillent dans l'institution, c'est d'être en lien avec les éducateurs qui accompagnent, qui observent au repas, le soir, dans les transferts, comme on dit, etc. Et c'est à ce moment-là que, oui, on comprend ce qui se passe. Et donc, c'est une prise en charge holistique.